Bonjour Anatoly Livré. Bonjour. Alors vous êtes universitaire, franco-suisse, né à Moscou. Et alors vous allez nous présenter aujourd'hui une conférence sur le thème Staline, ministre de l'enseignement supérieur français. C'est bien ça? Excellent, ouais, c'est cela. Alors on vous écoute. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter à mon tour, car à cause de quelques membres de l'Institut de France qui propagent de fausses informations à mon égard, vos spectateurs qui utilisent les renseignements fournis par Internet de façon indépendante ne savent peut-être pas effectivement à qui ils ont affaire. Ce ne serait pas, comme on dit, j'ai entendu, on dit actuellement en France, une hystérie choatique de ma part que d'annoncer que, né en Union soviétique dans une famille juive, j'indique ce fait puisque malgré mes apparences ariennes, dans mon passeport soviétique, il était marqué ethnie juive, ce qui ne m'oblige absolument à rien d'ailleurs. Suite à des violences antisémites, je suis devenu français et défenseur d'une France antique pagano-chrétienne, je dirais même pagano-hellène. Ensuite, m'étant fait ostraciser aussi en tant que Français par des staliniens français de souche, je me suis retrouvé dans une commune suisse alémanique gérée par le Schweizerische Volkspartei, par le UDC, dit-on en français, qui m'a joyeusement naturalisé après 13 ans de séjour bien ordonné, et même les impôts constamment payés sur un salaire moyen helvétique qui surpasse les revenus d'un professeur à la Sorbonne. Voilà que je prononce le nom de l'université où, après un diplôme de 3e cycle, je me suis inscrit en doctorat en études slaves il y a une quinzaine d'années et où je commençais à enseigner directement par des cours magistraux destinés à des étudiants de la 3e et la 4e année. Parallèlement à ce chemin qui aurait dû m'amener, selon un de mes biographes universitaires français, au professorat en littérature russe à Paris 4 Sorbonne, j'ai découvert enfin la science française avec un S majuscule. Et c'est en effet la passion et le respect que j'ai pour cette science française qui se trouve à l'origine de ce que certains rédacteurs de revues académiques ainsi que des rédacteurs européens et américains appellent affaires livrées. Il semblerait que ma vie et mes ouvrages en littérature et en recherche littéraire et en philosophie soient tellement passionnants pour certains chercheurs que, malgré mes seulement 40 ans, il y a plus de travaux consacrés à mon parcours qui ont été publiés que des livres que j'ai moi-même fait paraître, qui sont actuellement au nombre de 14. Je m'explique. J'ai commencé à suivre des études grecques antiques, lesquelles étaient alors dirigées par les élèves de Jacqueline Dermy et de Jacques Bompère, ancien président de Paris 4 Sorbonne, et certains d'entre eux étant toujours en exercice soit à Paris 4 Sorbonne, soit interviennent à l'Institut de France, dont ils sont membres. Ici, mes études en sanskrit et en latin furent suivies à l'école pratique. Les philosophies allemandes, je l'avais étudiée à Humboldt-Universität et à l'université de Bâle. Et c'est justement ces spécialistes de Nietzsche de l'université de Humboldt qui avaient approuvé mes découvertes sur Nietzsche helléniste. Travaux qui se font assez rarement, il faut admettre, et ils les avaient publiés chez l'éditeur allemand de Nietzsche, Walter de Gruyter Verlag, et également chez l'éditeur de Humboldt-Universität qui est Académie Verlag. Par la suite, mes travaux sur Nietzsche ont paru à l'université de Moscou et chez les grands éditeurs de Moscou et de Pétersbourg, mais également à Paris, chez Hermann. Et puis, une fois ma thèse sur Nietzsche soutenue, cette thèse a été reproduite en France également. Je dois
être désagréable, peut-être, mais c'est bien la nullité extrême des gourous de la slavistique française, à ce jour morts ou retombés dans l'enfance, ainsi que les stupides perversités et l'inculture de leurs successeuses, qui furent le moteur de mon essor international et de mon existence aisée de bon Européen. En effet, quelques slavistes déjà décédés, comme Cato ou assez âgés, tels que Couturier, ou d'autres décédés, tels que Briard, non seulement commettaient-ils des fautes de russe quand ils parlaient cette langue, mais faisaient allégeance aux staliniens français, allégeance nécessaire à leur carrière, et avaient une piètre culture générale, étant donc totalement déchu de l'héritage académique français, ce qu'ils dissimulaient sous un marchandising effréné de leur soi-disant spécialité. En somme, les capacités académiques réelles de gourou de la slavistique française se trouvaient bien au-dessous des aptitudes d'un journaliste soviétique de troisième ordre qui disserterait sur un tel ou tel écrivain. De plus, celui-ci maniait le russe avec 3 fois plus d'aisance que ce commissaire de la slavistique française, pratiquant également à la Sorbonne. Or, guidé par une, je dirais, authentique répulsion à cette imposture scientifique dont je fus le témoin quotidien, je trouvais, comme disait un sculpteur soviétique écrivant au roi de Suède, un asile esthétique dans les cours de Jacques Joannin, de Olivier Munich ou d'Alain Biot, qui sont devenus les véritables directeurs de ma thèse de doctorat sur Nietzsche, qui a par la suite été soutenue à Nietzsche, Sophie Antipolis, université où j'ai enseigné la littérature russe. Ce sont ces actuels ou futurs membres de l'Institut de France, leurs travaux, mais également les travaux de leurs maîtres, qui sont, depuis 2011, littéralement massacrés par des fonctionnaires universitaires dont les dénonciations portent le sceau du ministère de l'Enseignement, car ce faisant dans le cadre de la procédure de qualification du Conseil national des universités. Et effectivement, ces massacres par des fonctionnaires des plus grandes sommités du savoir français sont la grande jubilation des chercheurs français et étrangers qui se consacrent à chacun des éléments de mon parcours. À cette occasion, je vous montre la revue de l'Académie de Russie qui a reproduit en version bilingue franco-russe les actes de colloque, notamment de René Guérat, ancien directeur des études russes à Sophie Antipolis, colloque qui s'est tenu à l'Université d'État de Moscou en janvier 2014. Cet article académique, dans ses versions russes et françaises, fut reproduit par un grand nombre de rédactions en Europe, en Amérique et à l'instar de Enquête et Débat qui a repris les versions françaises. Cet intérêt porté à mon parcours a une autre raison qu'il est totalement interdit de mentionner au sein de l'université française actuelle. Je suis, comme le note professeur Maryse Den dans un rapport ministériel de 2014, un grand écrivain qui a fondé un nouveau style littéraire russe, poursuit René Guérat, dans cette revue académique que vous venez de montrer. Je suis auteur de 10 ouvrages littéraires, il n'y a pas de place pour le présenter, mais vous le trouvez naturellement sur le web. J'ai publié des romans, poèmes, essais russes, mais également français, publiés par les plus grands éditeurs de Moscou et de Pétersbourg, mais également aux États-Unis en langue russe. Je suis lauréat de 2 prix littéraire et d'un prix scientifique international. Et mon œuvre est enseignée dans certaines universités russes, notamment dans celle qui m'accueille actuellement en tant que professeur invité.
Cette œuvre est tout à fait inconnue en France puisque, encore en 2002, lorsque je fus un slaviste de la Sorbonne, mon récit russe a été traduit en français et publié dans les revues institutionnelles de l'université française, ainsi les lettres russes. Mais mon œuvre littéraire se fait par la suite et jusqu'à ce jour ostracisée et calomniée en France. À cela, une seule raison. Je suis le concurrent, comme dit un de mes biographes, le supra-concurrent à abattre dans le domaine de la science par les traducteurs et traducteurs de russe en français, professeurs et maîtres de conférences des universités, qui siègent par ailleurs dans les soviets du ministère de l'Enseignement et s'évertuant à me calomnier ouvertement tous les ans depuis 2011. Cela pousse par ailleurs mes biographes universitaires libres, français et étrangers, à supposer dans leurs travaux académiques que si à ma place se trouvait un Solzhenitsyn, un Nabokov ou un Mandelstam qui se présenterait comme moi sous une double casquette, autrement dit comme créateur russe, mais également comme un adversaire universitaire imbattable, car ayant enrichi ses recherches littéraires slaves en tant que professionnel de la Grèce antique et de la philosophie allemande, ces mêmes Solzhenitsyn, Nabokov ou Mandelstam seraient sur le champ calomniés par ces fonctionnaires du ministère de l'Enseignement qui ont fait ou font leur carrière sur ces hommes de lettres décédés et qui ne peuvent donc plus se défendre, malheureusement. Je dirais même plus. Ces méprisables fonctionnaires de l'université française, quelques-uns parmi eux sont passés en Suisse romande, auraient fait avec Solzhenitsyn ce qu'ils font actuellement avec moi depuis 2002. Usurper mon identité en ouvrant une boîte mail à mon nom, s'envoyer des courriers remplis d'insanité, puis en groupe porter plainte, chef-d'œuvre de dénonciation stalinienne qui font le joie de mes biographes académiques qui les reçoivent via mes avocats. Je viens de prononcer le terme stalinien. Il est important de nuancer même dans cette conférence destinée à un large public la notion de stalinisme. La première signification de ce terme, qui choquerait peut-être le spectateur occidental, mais qui est néanmoins très intéressante à étudier en profondeur, est celle du national-socialisme soviétique. Cette forme de national-socialisme multiethnique, telle qu'elle était pratiquée en Union soviétique, et non uninationale, tel que cela a été conçu par Adolf Hitler, fonctionnait néanmoins selon le schéma exprimé dans Mein Kampf. Au lieu d'une seule ethnie prévue dans le cadre du Troisième Reich, il y avait en Union soviétique une stricte hiérarchie ethnique, commençant par les Russes, puis d'autres peuples slaves qui, parfois à certains moments de l'histoire, surpassaient les Russes, et descendant ainsi jusqu'au bas de l'échelle ethnique, cette place étant occupée selon la ligne générale du moment, tantôt par les Allemands, tantôt par les Juifs, tantôt par les Chinois, pendant les tensions soviéto-chinois. Ce national-socialisme soviétique, source de la puissance suprême de l'URSS à partir des années 40, n'existe naturellement plus. Mais la Russie actuelle, bien qu'elle fustige les fameux nazis, continue de largement profiter de l'héritage du national-socialisme, tout comme l'Allemagne profite du sien, il faut bien admettre. Du même, les puissances chinoises actuelles, pays que je connais bien, fondent sa doctrine sur les thèses même de Mein Kampf. Préférence ethnique, effacement de nationalité gênante, non par les armes bien évidemment, mais par le métissage subventionné, comme cela se fait avec des Ouïghours. Exaltation du service militaire, comme cela se décrit dans Mein Kampf, ce n'est qu'après le service militaire qu'un homme devient un citoyen à part entière.
finances détenues uniquement par l'État via les oligarques dévoués au régime national-socialiste, le Reich chinois entier étant guidé par un parti unique ayant à la tête un Führer qui prend un national-socialisme qui n'a rien à voir avec les écrits de Marx, mais qui est ancré dans les religions ancestrales de la Chine. Entre parenthèses, je vais remarquer, le christianisme en Chine étant combattu non pas par la haine bolchevisante du Christ, mais comme une nourriture allogène spirituelle néfaste pour le peuple accoutumé à d'autres produits spirituels. Ce national-socialisme chinois, chers Français et chers Européens, ne vous empêche naturellement pas acheter des produits chinois qui remplissent vos supermarchés. Ces produits chinois qui sont en partie fabriqués dans les goulags chinois qui fonctionnent comme des entreprises parfaitement ordonnées. Ce n'est donc pas moi qui rêve de la même puissance pagano-ethnocentriste pour le continent européen qui fustigerait ce stalinisme historique. Je le répète, autrement dit, le national-socialisme russophone du passé, fondé par un Ossète. Et je ne pense pas qu'au bout de compte, le stalinisme historique, malgré ses dizaines de millions de victimes, ait coûté plus de vies à l'humanité qu'ont coûterait à vous, les Occidentaux, les théories du genre ou le métissage auquel vous êtes forcés. Ce stalinisme que je dénonce, c'est le stalinisme à la française, autrement dit, un ensemble de réflexes bestiaux qui rabaissent un être prétendument humain le font déchoir de toute aspiration à la beauté, à la puissance. Je parle de son élévation personnelle ainsi que de celle de sa nation. Voilà pourquoi j'offre mon dossier avec l'Université française aux chercheurs. C'est dans ce dossier qu'ils trouveront tous les éléments du stalinisme qui est en France, je le répète, l'extrême forme de la tyrannie qui se dit encore démocratie. Cette tyrannie qui a fabriqué l'homme tyrannique le plus vil. Et cela se fait, je le répète, dans l'université française qui élève vos générations futures. Et c'est cet être tyrannique, promu professeur à la Sorbonne et ailleurs, qui élève actuellement cette jeunesse au sein des universités françaises tout en prostituant le nom de l'antique science française, ce qui est assez dommageable pour tout l'avenir français. La première caractéristique du stalinisme est celle que l'on a largement connue en URSS aux marges du régime, à savoir l'union sacrée de la police et des voyous, du flic et des bandits. Ainsi, les concours d'État soviétiques furent pénétrés par le principe de sélection propre à la criminalité organisée, laquelle était quant à elle niée par la propagande d'État. Progressivement, le monde du crime est monté au sommet de l'État en se mélangeant avec le pouvoir et en s'inspirant des principes de la sélection des cadres. À leur tour, les bandits se soviétisaient, devenaient staliniens par réflexe, par instinct. Ainsi, quelques années après la mort de Staline, on avait du mal à distinguer un parent de la mafia d'un apparatchik, membre du parti. Tous avaient la même vision du monde, étaient passés par le même type de sélection des cadres, voire maniaient le même vocabulaire. C'est exactement ce que nous trouvons actuellement dans l'université française actuelle et mon dossier réunissant plusieurs centaines de pièces est un exemple parfait de cette stalinisation de l'esprit français.
En voici un échantillon recueilli par mon avocat au début de l'année 2014, envoyé d'abord au procureur de la République, puis offert à des chercheurs qui l'avaient versé à leur tour dans les revues académiques que vous avez vues. Depuis 2002, dès que je fais une découverte notable dans un domaine scientifique quelconque, des personnes bien intentionnées, fonctionnaires de l'université française, écrivent des mails sous mon nom et envoient des messages à des personnes qui se présentent comme des spécialistes dans le domaine où je suis soudain devenu leur concurrent. Cette mode a été lancée naturellement par des slavistes en 2002, c'est-à-dire par des personnes qui connaissent parfaitement depuis leur enfance et par réflexe le fonctionnement d'un esprit stalinien, ceux qui vivent carrément dans la paranoïa stalinienne depuis leur naissance. Or, en revanche, ceux-là qui avant que je n'y fasse des découvertes dans le domaine qu'ils considèrent comme leur chasse gardée, se comportaient avec moi comme des amis. Soudain, ces personnes, des Français de souche, je dirais, se saisissaient de cette occasion offerte par des voyous staliniens titularisés par l'enseignement supérieur pour s'attaquer à moi sur le plan universitaire, abusant donc du système juridique. Le magistrat qui a reçu mon dossier depuis 2002 jusqu'en 2014 avait eu les yeux écarquillés. Il avait effectivement fermé le dossier et il avait caractérisé ce qui s'est passé en parlant d'abus de justice par des fous furieux titularisés par l'université. Et il a raison. En 2003, j'ai fait une découverte sur Nabokov. Et les slavistes qui étaient jusque-là mes collègues dans l'université parisienne où j'ai enseigné, et qui voient soudain en moi un concurrent, fabriquent des mails signés de mon nom, les envoient à leurs collègues et également au fils de Vladimir Nabokov, qui a décédé depuis, mais qui détenait tous les droits dans les éditions et à Hollywood, et se plaignent que je les poursuive et la première chose qu'ils font en revanche, c'est d'exiger que mes découvertes sur Nabokov ne soient jamais publiées dans les revues universitaires. Quelques années plus tard, j'ai fait une découverte primordiale sur le Übermensch de Nietzsche comme le supra-androgyne platonicien et que je publie chez l'éditeur berlinois de Nietzsche, Walter de Gruyter. Alors, les germanistes français sombrent, et cela, les Français de pure souche, peut-être il y a quelques Allemands parmi eux, peut-être il y a quelques Allemands de l'ex-RDA, ce qui explique leur réaction. Alors, les germanistes français sombrent à leur tour dans une crise de la folie stalinienne groupusculaire, me traitant de tous les noms quand ils reçoivent des mails qui usurpent mon identité. Cela les arrange tellement de calomnier un concurrent dans leurs travaux, puisque mes monographies sont préfacées par le président de Nietzsche Gesellschaft allemande, qui, par conséquent, valide mes thèses sur la philosophie allemande sur le territoire du philosophe, c'est-à-dire en Allemagne même, et cela par la plus grande instance qui est l'université de Humboldt. Ce n'est pas tout. En 2006, je fais une découverte en littérature française. Je suis le premier chercheur français depuis 4 générations à appeler Tête d'or de Paul Claudel du nom de Julien Leposta et à trouver dans ce drame claudélien les éléments de discours et éléments de la vie de l'empereur mitrailliste. Or, cela ne va pas vous étonner que les très catholiques claudéliens parisiens se soient tout de suite
saisi de la calomnie stalinienne, et cela sont des Français pur souche, pour apporter joyeusement à la police, mais surtout à leurs collègues, en exigeant que je ne sois plus publié et que ma carrière dans l'université française soit stoppée. C'est à ce moment-là, quasi, que je me suis fait inviter à l'université de Nice-Sophie Antipolis, et c'est là que j'ai commencé à enseigner. Et effectivement, on peut, ça fait effectivement rire pas mal de mes biographes, puisque pendant qu'à Paris, à la Sorbonne et dans les universités voisines, on s'excitait à mon propos, j'ai enseigné calmement à Nice-Sophie Antipolis et préparé à la soutenance cette thèse qui a été pendant ce temps-là calomniée ici à Paris. Ainsi, chaque année, dès que je publie une nouvelle découverte, et j'en publie pas mal, ou lorsque je soutiens ma thèse, ou lorsque j'obtiens un nouveau prix international, nos braves staliniens fonctionnaires de l'université française se ramènent toujours avec les mêmes trucs staliniens lancés par les paranoïaques staliniens en 2002. Sa dernière manifestation se déroulant au Conseil national des universités, cet établissement qui a été fondé en 1945 par des libérateurs épurateurs, ce soviet de l'enseignement supérieur français qui procède à l'attribution, tenez-vous bien, du simple droit de chercher un poste de maître de conférence et de professeur universitaire. Les Français devraient savoir que le principe de sélection dans les sections du CNU, Conseil national des universités, est effectivement stalinien et purement stalinien, autrement dit, l'héritier direct de l'union d'un bureaucrate soviétique et d'un voyou qui dirigeait un des camps du Goulag, puisque la fonction de direction a été partagée entre des criminels et des matons. Souvenons-nous que les voyous soviétiques ont établi exactement la même hiérarchie que celle que nous voyons actuellement en France dans les universités françaises, autrement dit, depuis les contractuels à terre lecteurs, en passant par les maîtres de conférences et les professeurs, jusqu'à l'Institut universitaire de France et les conseillers des ministres de l'enseignement. Or, chaque fois que les voyous soviétiques, et cela à partir des années 30, tentaient de passer à un niveau supérieur, il aurait fallu être qualifié, exactement comme au CNU. C'est précisément ce mode d'agir qui est entré dans le CNU soviétique, puis a été apporté en 1945 en France, peut-être par ce même Thorez, grand praticien de l'administration stalinienne. Nous avons ce mode de fonctionnement hérité de Goulag, univers purement stalinien qui sévit actuellement au sein de l'université française. Je me présente chaque année au CNU Goulag et récupère sa réaction à ma démarche administrative de documents précieux qui portent le sceau de la République française et que, à mon tour, je livre à mon avocat, qui les livre au tribunal administratif puis au Conseil d'État. Chaque fois, le ministère de l'Enseignement défend la logique des criminels professionnels du Goulag, ce qui est assez cocasse. Ce chef-d'œuvre du stalinisme, le plus ordurier, comme avait le terme qu'avait utilisé une de mes rapporteuses, professeure à la Sorbonne, qui porte le sceau de la République française, je le répète, je les livre par la suite à d'autres chercheurs qui les analysent dans les revues de diverses académies. Dans le même temps, chaque année, je publie un nouveau livre, un nouvel ouvrage littéraire, naturellement inconnu en France, puisque les traducteurs siègent dans ce même soviet stalinien. Et chaque année, je publie de nombreuses nouvelles découvertes scientifiques et dispose donc à ce jour d'une bibliographie académique surpassant celle de certains membres de l'Institut de France. Ma vie elle-même devient ainsi une œuvre à part et
en même temps un acte accusatoire du plus ignoble système stalinien, le système stalinien à la française, autrement dit, un système qui ne sert pas à l'élévation de sa nation, mais à la destruction accélérée de ces jeunes générations. Voici comment se déroulaient les qualifications des voyous qui étaient les vrais maîtres du goulag et qui, comme les gardiens du camp, s'acharnaient contre les prisonniers politiques, contre les dissidents, tels que vous avez devant vous. Il y avait au goulag des rapporteurs prétendument désignés comme dans le Seigneur actuel, mais qui finalement se saisissaient eux-mêmes du dossier de voyous qui voulaient monter en grade. La capacité de nuisance de ces rapporteurs voyous était proportionnelle à la bande à laquelle ils appartenaient. Au CNU, bien sûr, ce rôle de bande joue les syndicats, souvent apparentés ou liés au Parti communiste français. Il est important de souligner que les rapporteurs voyous du Goulag n'avaient absolument rien à prouver quant à leur affirmation écrite, tout comme les rapports du